Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce live dans lequel Maël et Jean-Pierre ici présents de la société e-Bike Labs vont pouvoir vous présenter la société. Si vous êtes nouveau sur WeSeed ou que vous ne connaissiez pas encore le projet e-Bike Labs, vous allez pouvoir en savoir plus aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet et on y répondra en fin de présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser même en cours de présentation, mais on y répondra après. Et si vous êtes déjà actionnaire d'e-Bike Labs, peut-être qu'on pourra aussi avoir des points d'avancée par rapport voilà, au dernier tour qu'il y a eu sur WeSeed. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être là ce soir. Et puis sur ce, je vais laisser la parole à Maël et Jean-Pierre pour vous présenter la société. Merci Thibaut. Moi je vais prendre la parole au début. Donc moi je suis Maël, donc le fondateur et dirigeant de la société, Jean-Pierre m'épaulera dans la présentation. On le présentera un petit peu plus tard. Donc je vais vous partager mon écran pour vous partager une petite présentation. L'idée du jour, c'est notamment de peut-être vous donner quelques informations sur les projets clients en cours, parce que je pense que c'est un des éléments de motivation interne que ça soit d'un point de vue impact ou d'un point de vue valorisation de la société. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. On voit bien ton écran, Ok, Maël. super. Alors je vois que juste, pardon Maël, je vois qu'il y a Hmm. quelqu'un qui a un problème de son. Est-ce que c'est le cas pour d'autres? Non, voilà, on me dit que ça marche. Moi, je pense que ça marche aussi. Ok, Je vais répondre à Olivier du coup dans le chat, mais je te laisse continuer, Mal. merci. Donc voilà, donc e-Bike Labs, donc pour présenter très rapidement la société, on est spécialisé dans le secteur du vélo électrique et en particulier sur une brique qui est présente dans tous les vélos électriques mais qui est invisible, qui est la partie logicielle de contrôle moteur. Et donc on est voilà, les créateurs d'e-Bike OS, ce logiciel de contrôle moteur qui est ouvert, qui est multi-fournisseur, donc qui fonctionne avec plusieurs fabricants d'équipements et de vélos et où on amène des nouvelles fonctions pour avoir des vélos qui sont plus fiables, plus réparables et surtout qui donnent envie de pédaler. Le stade de la société aujourd'hui, c'est qu'on a en fait fini notre phase de R&D et qu'on a un produit maintenant avec un product market fit qui est validé. Donc je vais vous présenter juste après les fonctions de notre produit. On a un marché aussi qui se développe, notamment sur le segment du vélo partagé qui est actuellement très croissant. Et nous, on s'est aussi, en tant qu'entreprise, développé sur plusieurs segments de marché, ça j'y reviendrai après. Donc on est dans une phase qu'on va appeler d'accélération, où voilà, on a validé la technologie, on a validé la protection de notre IP, on a validé un accès au marché et une présence commerciale, et maintenant tout l'enjeu, c'est de démultiplier nos projets clients et les déployer à grande échelle pour avoir notre impact sur la mobilité et avoir une opportunité aussi d'améliorer la valorisation de notre société. Et donc, c'est pour ça qu'on est une opportunité d'investissement à impact. Donc, en quelques mots sur eBay Labs, c'est une société qui maintenant a 10 ans et qui a 10 brevets. Donc, voilà, c'est deux métriques qui sont un peu symétriques, mais qui montrent qu'on a eu une phase de R&D qui a été assez longue et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une reconnaissance très forte en France, mais aussi internationale sur le sujet du contrôle moteur pour vélo électrique. On est vraiment vu d'un point de vue technologique comme on va dire, un leader incontesté. Et donc ça, c'est voilà, c'est une première chose qui est importante. Et au-delà de cette technologie, de nos lois de contrôle qui sont avantageuses sur certains aspects, on a aussi intégré toutes ces technologies dans un logiciel, dans eBikeOS, c'est même une suite logicielle avec plusieurs logiciels qui vont fonctionner ensemble et avec cette stratégie de créer, entre guillemets, l'Android du vélo électrique, c'est-à-dire un logiciel qui peut qui peut fonctionner avec plusieurs moteurs, plusieurs batteries, plusieurs protocoles de communication, et avec cette idée de se positionner en face des géants comme Bosch et Shimano, qui ont leur écosystème fermé du fait de leur présence historique et de leur notoriété, notamment auprès des particuliers. On pense qu'en face de ces deux géants, il y a un intérêt pour la filière à petit se fédérer autour d'une plateforme partagée qui est eBikeOS. Donc eBikeOS, d'un point de vue fonction, je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctions parce que ça serait un peu long,
mais on a 10 technologies brevetées voilà, qui couvrent 8 fonctions qui sont décrites dans cette roue. Donc ça, voilà, si vous allez sur notre site web ou sur les articles de presse de vélos testés avec des vélos équipés eBikeOS, vous allez pouvoir rentrer dans le détail. Je vais citer les fonctions qui sont notamment mises en avant sur un des vélos qui est en production avec notre logiciel qui est le vélo VEFA, donc qui est un vélo urbain plutôt accessible et qui s'adresse notamment aux néo-pratiquants. Donc sur ce vélo, on va amener une fonction d'assistance adaptative. Ça veut dire que le vélo va adapter la puissance de son moteur en fonction du cyclisme, notamment son poids, et par exemple en fonction de la montée, ce qui fait qu'on a une expérience qui est totalement automatique, qui est à la fois plus facile à pédaler et à la fois intéressante d'un point de vue autonomie, consommation d'énergie. Ce qui est très intéressant sur ce vélo, et ce qui est assez très rare encore aujourd'hui sur les vélos électriques, c'est qu'on a un antivol intégré au moteur, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le moteur pour arrêter le vélo, ce qui veut dire que le vélo est impédalable, et contrairement à un cadenas mécanique où quelque part quelqu'un qui est bien équipé pourra toujours le couper et récupérer un vélo valable, là, vu que c'est intégré au système moteur, c'est un antivol de plus qui en plus est assez efficace pour dissuader les voleurs. Une grosse nouveauté, c'est tout ce qui est freinage régénératif, voilà, comme sur les voitures électriques. On pourrait penser qu'un vélo c'est plus léger, donc c'est une fonction qui va moins apporter, mais en fait c'est tout le contraire sur un vélo électrique, car finalement on va à des vitesses plus faibles, donc on dissipe moins d'énergie en friction avec le vent. Et comme le cycliste amène de l'énergie au système en pédalant, finalement on peut en récupérer une bonne partie avec le freinage régénératif. Et après, il y a tout ce qui est diagnostic pour pouvoir faire la maintenance des vélos. Et voilà, il y a un autre sujet auquel on s'adresse, qui est de se dire, un vélo, quand il est acheté, notre objectif, c'est qu'il soit le plus possible réparable à vie, pour que ça soit aussi intéressant d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue écologique. Ces derniers temps, le point qui nous différencie le plus, c'est le freinage régénératif, parce que ça, c'est quelque chose qui est radicalement nouveau. On a fait une petite vidéo, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est sur notre page de campagne, pour mettre en avant cette fonction. Et dans la philosophie de cette vidéo, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est non seulement la fonction, mais cette idée que finalement, avec le vélo, on va aussi se régénérer en tant que personne, parce qu'on va pédaler, on va être actif, on va avoir une activité qui est bonne pour la santé, et on va régénérer les villes, parce que là aussi, contrairement à des villes qui sont avec des embouteillages, etc., on ramène quelque chose qui est plus durable et souhaitable pour les villes. Donc là où on en est aujourd'hui, comme je le disais précédemment, c'est qu'on a passé ces étapes de R&D, on a passé ces étapes de premier client, primo-adopteur, etc. Et on est vraiment dans une phase d'accélération. Donc on a une dizaine de projets clients. Voilà, on a commencé avec notre premier gros projet client, c'était avec Cowboy, puis on a signé derrière Eclair, VFA, Schwettbike, Virvolt, et plus récemment, donc Sonsbo, un équipementier automobile suisse, 15, un acteur du vélo partagé pour les collectivités, Voy, qui est un acteur qui propose des vélos euh, partagés directement à l'utilisateur qui peut acheter des trajets. Et donc, on est voilà, dans cette phase-là d'accélération. Aujourd'hui, quand un acteur vient évaluer notre technologie, pour lui, c'est à peu près 100% des cas, c'est un no-brainer que on a la meilleure technologie de contrôle moteur. Et ensuite, en fonction de sa stratégie, c'est ce qui fait qu'il a envie de travailler avec nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'autant on a commencé dans le vélo urbain premium, autant on voit que maintenant on diversifie aussi les segments sur lesquels on se positionne. Donc pour aller un peu dans le concret des projets clients en cours, il y en a un qu'on a annoncé hier. Donc il y a un partenariat qui est important pour nous, qui est un partenariat qui est, je pense, vraiment solide avec un gros potentiel à moyen long terme, qui est 15. Donc 15, c'est une société qui a été créée je pense il y a une petite dizaine d'années, qui s'est spécialisée sur des vélos électriques avec station, qui sont des stations qui ont la particularité d'être très compactes et donc de permettre de mettre beaucoup de vélos en peu de mètres carrés, donc ce qui correspond bien aux enjeux des villes où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace public disponible. Voilà, je sais plus les données en tête, mais je crois qu'ils sont en tout cas, ils sont sur au moins une trentaine de villes, plus de 10 000 vélos électriques déjà déployés en vélo partagé et, voilà, et une volonté de s'étendre à l'international, donc un gros potentiel. Et donc nous, on va les aider à améliorer à la fois la consommation énergétique de leur vélo et à la fois l'expérience du cycliste pour que
ces systèmes qui sont mis en place par les collectivités soient le plus désirables possible et donc aient le plus d'impact possible. Donc voilà à quoi ressemblent ces stations. Et ils sont présents voilà, à Marseille, Saint-Étienne, Annecy, etc., dans beaucoup de villes en France. Donc ça, c'est le segment du vélo partagé. Voilà, c'est un nouveau segment pour nous, notamment pour les collectivités. On est aussi en train de se renforcer sur le segment du vélo premium. Donc on avait déjà des clients voilà, avec Cowboy, avec VEFA, avec Eclair. Euh, et là, on a plusieurs nouveaux partenariats qui sont mis en place. Donc, un avec Sonsbo, donc qui est un équipementier auto suisse qui développe un moteur ultra compact, donc qui va permettre d'avoir dans un vélo qui quelque part va avoir un moteur qui a la taille d'une dynamo, d'avoir les performances des moteurs les plus volumineux, ce qui fait qu'on peut à la fois faire des vélos ultra design et ultra performants. Donc ça, c'est quelque chose où on pense qu'il y a des gros potentiels et donc, c'est un des projets phares du moment. Et on est aussi en train de travailler sur d'autres segments qui n'ont pas encore été annoncés publiquement. Donc, deux autres acteurs. Un acteur français plutôt pour aller sur une solution pour les kits de rétrofit, donc les gens qui vont transformer des vélos en vélo électriques avec une solution voilà, plutôt premium. Et un acteur espagnol sur une solution aussi de moteur qui va être très performant au sens d'un silence absolu et au sens d'une durabilité, d'une endurance, voilà, à toute épreuve du moteur, qui vont notamment s'adresser au marché premium cargo, voilà, et les usages très intensifs. Donc, c'est des choses qui sont en cours, qui se passent bien. On a annoncé récemment le partenariat aussi avec Voi. Donc, Voi, c'est un opérateur qui est déployé à Paris, à Londres, à Munich, dans une centaine de villes en Europe avec là aussi, un peu comme 15, cette idée d'améliorer à la fois la consommation, donc baisser les coûts d'opération des vélos, parce que sur un vélo Voy, quand la batterie est vide, il faut qu'un opérateur vienne changer la batterie, et à la fois améliorer l'expérience utilisateur, parce que ce qui est nouveau et ce qui correspond bien à notre valeur, maintenant les opérateurs de vélos partagés se posent la question de comment offrir une expérience vélo qui soit bonne à leurs usagers, parce qu'ils savent que c'est aussi la clé de la réussite de leur système. Et voilà. Donc nous, c'est vrai que ce segment du vélo partagé, c'est hyper important pour nous parce que au-delà du marché premium où on avait déjà fait quelques preuves, ça montre que notre technologie, elle s'adresse aussi à d'autres marchés, les marchés qui sont plus accessibles. Et dans notre mission de faire voilà, de tout le monde des cyclistes, c'est vrai que ces vélos partagés, ça s'adresse typiquement à des gens qui n'ont pas de vélo et qui de temps en temps peuvent être amenés à l'utiliser. Et c'est une bonne manière aussi de se mettre en selle. Donc ça correspond aussi parfaitement à notre mission. Voilà. Et dans les projets en cours qui ne sont pas encore révélés, on travaille aussi avec un acteur pour développer une solution qui va être plus accessible en coût pour les marques de vélos, où on va viser voilà, le milieu de gamme. Donc là aussi, c'est des choses, là, c'est un peu plus initial, mais il y a quand même des choses qui avancent bien et qui montrent qu'on peut adresser plusieurs segments de marché avec la même technologie. Donc ça aussi pour avoir une structuration d'entreprise qui est forte et qui est stable et sereine et avoir un impact aussi qui est fort, c'est aussi des preuves qui sont assez intéressantes pour nous. Donc pour vous parler justement de cette structuration d'équipe, je vais laisser la main à Jean-Pierre, donc, qui nous a rejoint depuis un mois et qui vient justement nous aider à renforcer la structuration de l'équipe dans le cadre de tous ces projets clients qui maintenant s'engagent avec nous et qu'il faut gérer en parallèle justement avec notre équipe. Donc Jean-Pierre, peut-être je peux te laisser te présenter rapidement et puis nous en dire un peu plus sur l'équipe. Oui, merci. Donc effectivement, moi, j'ai rejoint Maël et l'équipe d'eBay Labs il y a un mois. Ma mission principale, c'est de mettre en place la bonne structuration pour justement adresser tous les enjeux qui sont devant nous, donc notamment les projets clients dont Maël vient de parler, et puis les autres qui manqueront pas d'arriver. Et on a effectivement déjà une équipe solide, hein. C'est une équipe composée d'ingénieurs quasiment uniquement. On a renforcé également l'équipe récemment. Donc bon, moi je suis arrivé il y a un mois, mais avant moi il y avait d'autres personnes qui sont arrivées aussi cette année
notamment Marlène, directrice marketing, qui fait beaucoup de bien, notamment sur la partie comment faire comprendre notre produit, faire émerger la proposition de valeur, être très clair sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un renfort très appréciable. Je peux citer également Emmanuel, qui est arrivé cette année également et qui, lui, va venir manager et chapeauter un petit peu toute l'équipe d'ingénierie. Donc c'est un rôle clé également, forcément, dans la structuration et dans le fait de pouvoir mener des projets clients et de négocier, on va dire, un petit peu cette transformation, entre guillemets, si je veux le dire comme ça, mais d'une équipe plutôt tournée R&D à une équipe vraiment orientée client et avec une stratégie d'industrialisation et de montée à l'échelle, quoi. Donc ça, c'est vraiment des renforts importants. Et donc, comme je disais, le reste de l'équipe, c'est des ingénieurs qui sont là depuis, pour certains, 6-7 ans, pour certains autres qui sont arrivés depuis 1 an ou deux. Et donc voilà, donc ça fait une équipe qui est globalement est très structurée, très solide et très volontaire pour adresser le marché qui est devant nous et tous les enjeux à venir. Donc voilà. En termes de chiffres maintenant, sans transition, mais globalement, comment ça se matérialise sur un business plan? Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, bon, vous l'aurez compris, Bike Labs, on développe du logiciel, donc on est sans trop de surprise, une entreprise qui a essentiellement des coûts fixes. Et parmi ces coûts fixes, c'est essentiellement la masse salariale, en fait, l'équipe, hein. Donc globalement, pour vous donner quelques chiffres, très grosse maille, mais on a à peu près 1,5 million d'euros de coûts fixes, c'est à peu près 80% l'équipe, et 20% donc des coûts fixes, des coûts de structure un peu classiques. Donc voilà, donc notre point d'équilibre, il se situe à peu près autour des 2 millions d'euros de revenus. Donc une échéance qu'on va atteindre en 2027, donc avec les projets qu'on a déjà engagés, ceux dont Maël vous a parlé. Donc en transformant ces clients-là et avec forcément une activation un petit peu régulière de plusieurs marques et de plusieurs vélos, donc de licences pour nous très concrètement, ça va nous amener à dépasser les 2 millions d'euros dès 2027. Sachant que pour l'instant, l'essentiel de nos revenus, pour pas dire la quasi-totalité, c'est en fait des projets d'ingénierie, donc des projets d'intégration. Donc en fait, c'est du temps passé par notre équipe pour aider nos clients à intégrer notre technologie dans leurs produits. Donc c'est bien sûr une source de revenus qui est amenée à rester, hein. Tant qu'on aura des nouveaux projets clients, on aura ces projets-là à mener. Mais vraiment le décollage et le ramp-up qu'on voit et qu'on chiffre, ça concerne vraiment plutôt les licences et donc le fait d'avoir les vélos mis en production et déployés par chacun de nos clients. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même une dizaine de clients, comme disait Maël, donc un risque entre guillemets commercial assez faible parce que dilué entre plusieurs clients. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant en fait dans le moment et c'est assez notable dans la vie d'e-Bike Lab. C'est quelque chose qui est assez unique et donc on en profite pour justement mettre tout ça en musique et que tout se passe bien. Voilà. Pour la partie financement, donc comme vous l'avez vu, pour l'instant, on est sur des coûts fixes, on va dire, qui sont supérieurs à nos revenus. Donc voilà. Et on a décidé de faire appel à WeSeed, de faire un nouveau partenariat avec WeSeed. Donc c'est la troisième campagne de financement participatif qu'on fait avec WeSeed. Et donc voilà, ça s'est toujours très bien passé et c'est un très bon moyen pour nous de nous financer parce qu'en fait, ça permet également de gérer et de générer en fait une communauté avec des gens qui vont parler de nous, qui vont diffuser notre bonne parole, entre guillemets, etc. Et comme l'a dit Maël, notre mission, c'est vraiment de mettre tout le monde sur un vélo. Et la façon de le faire, c'est d'avoir un système ouvert, compatible avec plusieurs matériels. Donc on est par nature et dans notre ADN plutôt dans l'ouverture. Et donc le côté communautaire, forcément, on résonne beaucoup avec ça. Parmi nos actionnaires, on a notamment Nicolas Salvi, qui est le CTO de Blablacar, qui a eu la gentillesse de nous faire un petit témoignage. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture, mais je vous laisse le faire. Et ce qui est intéressant de noter notamment, c'est que
Quand je vous parlais de communauté, en fait, j'en suis un exemple tout à fait concret dans le sens où je suis moi-même, en fait, j'ai été mis en relation, on va dire, avec eBike Labs à l'occasion d'une campagne de financement participatif. Et donc c'est comme ça que j'ai connu, rencontré et commencé à discuter avec Maël. Et puis donc voilà, donc c'est c'est vraiment le côté communautaire, on se rencontre aussi par ce biais-là. Et puis bah, aujourd'hui, voilà, je suis dans l'équipe à vous présenter ce live, donc c'est assez intéressant de voir que ça peut aussi se passer comme ça. Donc Donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Je ne sais pas si Maël, tu ouais, avais bah, peut-être, des choses à ajouter, mais donc c'est vrai que ce qui est intéressant pour nous dans ce mode de financement, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a je dirais qu'il y a déjà la fidélité et solidité de l'actionnariat, parce que c'est vrai qu'on a aussi, on va dire qu'on n'a pas eu un long fleuve tranquille dans l'histoire de la société, et le fait qu'on a toujours eu la confiance de nos actionnaires, c'est ce qui fait qu'on a toujours gardé un cap positif et tourné vers l'avenir, et qu'on a pu franchir une à une quelque part les difficultés qu'on a rencontrées. Et au-delà de l'aspect réseau, communauté qui est important, qui nous a permis plusieurs recrutements clés, etc. C'est vrai qu'il y a aussi, c'est des moments où on communique beaucoup, ce qui est aussi une manière de faire connaître notre produit, nos technologies, et c'est aussi des moments où historiquement, commercialement, ça accélère pendant ces campagnes parce que finalement, on se force entre guillemets à se mettre un peu plus en avant, et c'est aussi quelque chose d'assez sain pour évidemment se faire connaître et puis accélérer aussi sur notre présence marché. Donc c'est vrai que voilà, pour moi, ça fait partie de notre histoire et c'est vraiment une manière qui fonctionne bien et on est super heureux de faire ça comme ça. On pense que c'est extrêmement simple pour la société et pour notre développement. Donc pour conclure, donc voilà, on a ce nouveau tour de table. Aujourd'hui, plus que jamais, on est solide. On a ces 10 années de R&D et aujourd'hui, on a une maturité technologique qui est incontestée, c'est-à-dire leaders internationaux de leur segment. Quand ils viennent évaluer nos technologies, ils voient qu'elle est plus performante d'un point de vue expérience du cycliste, d'un point de vue consommation énergétique. Non seulement on a bâti une technologie qui est performante, mais on a aussi eu, et on a vu dans notre histoire, la bonne idée de ne pas négliger l'aspect protection. Voilà, donc avec 10 brevets pour dire, dès qu'on voit des fonctions et des technologies qui ont une valeur ajoutée qui est forte, on réfléchit à comment se protéger. Aujourd'hui, au-delà d'avoir cette technologie, cette protection, on a aussi ces clients qui nous font confiance ces projets en parallèle qui sont là aussi. Donc voilà, donc il nous reste à dérouler les projets, que ça soit un succès en déploiement, etc. Il reste des choses à faire, mais c'est vrai on a fait quelque chose qui est extrêmement solide et on est voilà, fier du chemin parcouru. Je pense qu'on peut être fier aussi en tant que communauté et que la communauté des investisseurs qui nous ont fait confiance peut aussi être fier de leur engagement à des moments où il y avait un risque qui était plus important. Et voilà, et pour nous, c'est important que l'histoire continue et qu'on continue donc avec cette levée de fonds qu'on va bientôt finaliser. Voilà, donc le closing est prévu, il me semble, dans une dizaine de journées. Donc il y aura le compteur qui sera mis en place pour plus de visibilité là-dessus. Et donc on compte sur vous pour continuer à nous accompagner ou nous rejoindre. Et on est disponible voilà, si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté ou d'autres questions. Parfait, Maël, en tout cas, et Jean-Pierre, merci beaucoup pour la présentation. Donc, ouais, il y a quelques questions qui ont déjà été posées, donc n'hésitez pas justement à poser vos questions sur ce que Maël et Jean-Pierre viennent de présenter. Si vous avez des questions sur le projet, c'est l'occasion d'y répondre. Et d'ailleurs, je vais moi-même répondre à la première question, puisque Maël, tu as commencé à le faire en disant qu'on allait bientôt lancer le compteur et que du coup la fin de collecte approchait. Donc il y a une question qui porte là-dessus. Donc la date finale de collecte sur eBike Lab sera au 23 novembre. Donc voilà, le compteur sera lancé lundi. Il restera 2 semaines pour finaliser la collecte. Donc le minimum a déjà été dépassé. Donc on est déjà à 175 000 euros collectés sur les 250 000 recherchés. Et donc voilà, le closing se fera quoi qu'il arrive, mais il reste encore 2 semaines pour souscrire si ça vous intéresse. Une question de Xavier aussi qui porte sur la limite de collecte, donc le maximum. Est-ce que c'est 250 000 ou est-ce que c'est possible d'aller plus loin? Il y aura
si on atteint les 250 000, il y aura sûrement un petit delta qu'on pourra aller chercher. Il me semble que c'est à 300 000. Donc voilà, il y aura un petit surplus pour voilà, les derniers arrivants, on va dire. Maël, Jean-Pierre, il y a une question pour vous. Que pensez-vous d'Anode qui critique actuellement les batteries et préconise les supercondensateurs? Est-ce qu'il y a un impact sur votre activité? Et est-ce que selon vous, il y a une collaboration possible, même s'ils ont leur propre système, y compris moteur, si j'ai bien compris? Euh, Donc, qu'est-ce qu'on pense d'Anode? Donc, c'est qu'on déjà, on les connaît, on a échangé assez régulièrement avec eux. Pour nous, je dirais, moi, comme tout projet de start-up dans le secteur, je pense que c'est une initiative qui est intéressante, en effet, de s'attaquer au sujet de la batterie, qui est un des sujets importants dans le vélo. Personnellement, j'ai pas un avis très fort, ni négatif ni positif sur la pertinence de ce qu'ils font, parce que c'est un petit peu moins mon cœur de sujet. Je pense que ce qui est intéressant pour nous, d'un point de vue un peu structurel, c'est des acteurs qui ont développé leur propre système. Et dans l'histoire de la société, ça nous est arrivé plusieurs fois euh, avec des acteurs qui ont développé leur propre système. Au bout d'un moment, quand ils passent à l'échelle, ou en fait, ils ont tendance, quand on est sur un développement interne, avec une équipe qui peut être un peu restreinte parce que c'est un des sujets parmi, justement, si leur cœur de sujet, c'est la batterie, pas forcément le contrôle moteur, à un moment donné, ils peuvent être un peu limités sur la partie contrôle moteur et donc faire appel à nous. Donc moi, je dirais que si ce projet se développe bien, j'ai bon espoir qu'on ait une collaboration à un moment donné ou à un autre pour les aider justement à structurer leur partie contrôle moteur. Donc pour moi, c'est des choses qui sont intéressantes à observer, voilà, qui voient qu'on est encore dans un marché où il y a encore de l'investissement, de l'innovation. Et c'est vrai que nous, c'est souvent avec ces acteurs innovants qu'on peut aussi avoir des portes d'entrée sur des segments de marché, parce que un acteur historique comme Bosch ou Shimano, ils ont développé leur solution, leur écosystème, ça fonctionne bien. C'est assez dur d'aller les faire chercher des solutions externes sur le sujet contrôle moteur, là où les nouveaux entrants ont tout l'intérêt à aller se baser sur une solution plus commune et plus performante, parce que voilà, on a plus de moyens qu'eux sur ce sujet précis, quoi, et plus historique aussi. Très bien, merci Maël. On a une autre question par rapport aux chiffres du coup que vous avez présentés. Alors, je ne sais pas si tu veux laisser la présentation, Maël, d'ailleurs, ou pas du tout. Sur les revenus 2027 prévisionnels, hein, du coup, que vous avez présentés, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont garantis, entre guillemets, contractuellement, étant donné les engagements clients que vous avez, ou est-ce que ça reste du prévisionnel à date et c'est pas encore contractualisé? Je peux peut-être répondre là-dessus. C'est des revenus qui sont projetés en fonction d'un contrat qui a été signé effectivement avec les différents clients qu'on a cités. En l'état, c'est des prévisions également de leur côté. Donc, c'est en fait des revenus qui sont basés sur des prévisions qu'on a mis dans des contrats, mais c'est pas pour être tout à fait euh, transparent et très clair là-dessus. C'est pas des revenus qui sont garantis contractuellement dans le sens où le client sera obligé de nous payer cette somme. En revanche, il s'est engagé à mettre euh, en service, on va dire, un certain nombre de vélos équipés de notre technologie qui correspondent. C'est des volumes qui ne sont pas non plus sortis du chapeau, bien évidemment, hein, ça correspond à leur volume habituel. Donc, je ferai une réponse en deux temps. Ce pas des revenus qui sont contractuellement garantis. En revanche, c'est des revenus qui sont bel et bien basés sur des prévisions de vente qui sont contractualisées. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas, Si, je pense que c'est ça l'idée, quoi. c'est très clair. Merci Jean-Pierre. Vous avez présenté tout à l'heure en début dans les projets clients que vous avez actuellement le contrat que vous avez eu avec 15. Donc il y a une question à ce sujet. Est-ce que vous allez équiper les vélos qui sont déjà en circulation ou est-ce que voilà, ou est-ce que c'est que Ouais. sur les nouvelles flottes qui seront déployées? Non, c'est vrai que ce qui est intéressant avec 15, c'est que comme ils ont développé justement toute leur technologie en interne, on va pouvoir travailler à intégrer nos technologies sur leur système actuel, sur leurs contrôleurs existants, et ce qui fait que ça sera disponible pour les flottes existantes. Et donc nous, c'est vrai que c'est assez intéressant en termes de revenus parce que c'est des cycles du coup entre le moment où on signe un contrat et le moment où on a des revenus qui sont plus courts, parce que là, ils ont 10 000 vélos sur lesquels on va déployer notre technologie. Du moment où voilà, on aura validé
le scope fonctionnel, etc. Donc ça, c'est ce qu'on espère pouvoir faire au premier semestre de l'année prochaine. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est vrai que dans la valorisation de notre partenariat, c'est intéressant. Pour nous, c'est intéressant d'avoir un acteur français comme ça qui a eu cette ambition de maîtriser toute sa stack technique. Parce qu'aujourd'hui, sur les acteurs du vélo partagé, souvent, c'est tout acheté en Asie. Donc nous, ça nous permet de rentrer plus facilement. Et eux, ça leur permet de valoriser aussi cette approche et d'amener ce qui était présent, ce qu'avait fait Cowboy et c'était présent sur un segment du vélo urbain un peu premium, là, ils amènent ça sur le vélo partagé, d'avoir des améliorations fonctionnelles des vélos déjà déployés qui sont forts et qui fait qu'à mon sens, pour les collectivités, ça en fait un partenaire d'autant plus crédible que quand les gens achètent un vélo, il s'améliore au cours du temps. Voilà, c'est un argument de plus qui est assez fort pour eux dans leur dynamique d'engagement client, parce qu'eux, ils ont deux sources de croissance. Et derrière, comme l'a dit Jean-Pierre, nos revenus, ils vont dépendre du nombre de vélos qu'ils déploient. Il y a une partie qui est, je gagne une nouvelle ville. Mais aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je pense que leur plus gros facteur de croissance, c'est les villes existantes qui augmentent leur flotte parce que justement, le service se passe bien, ils en sont contents. Et souvent, ils démarrent avec une flotte qui peut être un peu restreinte. Et puis, quand ils voient que ça marche bien, que les usagers sont contents, etc. Donc, voilà, ça s'inscrit aussi. Eux, on va les aider à la fois, notamment dans leurs déploiements internationaux, à essayer de gagner des marchés ou à l'international, c'est vrai qu'il faut avoir des arguments techniques qui sont forts et à la fois faire améliorer la satisfaction client des clients qu'ils ont déjà. Et donc, voilà, et nous, après, à titre très personnel, la satisfaction de voir tous ces vélos déployés dans pas mal de villes qu'on visite qui seront bientôt équipées de technologie bikeOS. Parfait, merci pour la réponse. Moi, j'ai une question également à vous poser que se posent souvent les investisseurs. Donc voilà, je sais que ça intéressera des gens. Donc ma question elle est double. Déjà sur la roadmap du financement. Donc là aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un tour au financement participatif à hauteur de 250 000 euros recherchés. Donc première question, comment ça s'insère dans votre plan de financement, on va dire à court moyen terme? Voilà, est-ce que vous prévoyez d'autres levées prochainement, etc. Et seconde question, comment vont être déployés les fonds que vous cherchez ici dans les dépenses que vous avez prévues pour e-bike? Pour répondre à la première question, donc nous, c'est que notre stratégie à date, c'est vraiment d'utiliser cet argent pour se concentrer à fond sur le développement commercial, les projets clients en cours, leur succès, et d'aller maximiser le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer et l'année prochaine et l'année suivante, etc. Donc on est plus dans une stratégie de se concentrer sur, je dirais, les projets clients que sur la recherche de financement. C'est aussi pour nous que c'est intéressant de s'appuyer sur cette communauté existante, parce que, mine de rien, on est peut-être sur un montant qui est peut-être un peu plus petit que ce qui peut se faire avec certains fonds, mais on est aussi sur une activation qui est assez efficace pour nous et avec plein de synergies, comme je le disais. Donc voilà, pour répondre au premier sujet, c'est vrai que nous, on vise que ce financement soit autosuffisant et que quelque part, ce qu'on pense aussi, c'est qu'en se donnant cette indépendance, c'est ce qui fait qu'on va avoir des opportunités intéressantes. Donc, on ne se ferme pas la porte à faire rentrer un gros investisseur, voire à une acquisition. Mais on pense que là, ce qui est important à ce stade de la société, c'est vraiment d'aller en priorité soit nourrir ses relations clientes existantes, euh, soit gagner des nouveaux clients, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, et moi, c'est vrai que je me suis encore posé la question il n'y a pas si longtemps, de dire, tiens, est-ce que je pars dans un roadshow, fonds d'investissement très organisé, etc. Et finalement, je me rends compte qu'en allant parler à des clients, c'est plus efficace et que c'est plus satisfaisant que d'aller. Voilà, donc on ne s'interdit pas des nouveaux tours. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on a eu quelques questions aussi en avance. Et il y en a une qui était, et que je pense qu'il peut être un petit peu lié à ça, qui était un actionnaire qui est rentré en 2021 via la campagne WeSeed et qui voit qu'il y a eu un tour en 2024 et qui a encore là un nouveau tour et qui se demandait comment ces différents actionnaires vont sortir dans le temps. Et on a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Donc déjà, évidemment, nous, on a bien en tête que l'argent qui est injecté, c'est un investissement avec un objectif de rentabilité. Et voilà, et moi, ça me tient à cœur que pour moi, la réussite totale du projet, ce sera à la fois, évidemment, il y a un enjeu d'impact, mais il y a aussi un enjeu de montrer que parce qu'on a souhaité ensemble financer ce projet, on arrive aussi, et que c'est un succès, qu'on arrive à rémunérer
correctement les personnes qui se sont engagées. Et donc, soit à date, je dirais qu'on est plutôt sur une stratégie de sortie long terme, c'est-à-dire qui s'inscrit dans les gens qui investissent maintenant, c'est peut-être en visant une sortie à 5-7 ans, en se disant que dans 5-7 ans, ce qu'on voit dans nos prévisionnels, c'est qu'on aura un niveau de rentabilité important, une capacité à se valoriser sur le multiple de l'EBITDA qui sera en principe assez élevé. Pour autant, typiquement, et c'est vrai que ça rejoint la question précédente, dans le cadre de la rentrée d'un fonds d'investissement, ça peut être intéressant aussi de proposer une sortie à des premiers actionnaires qui sont rentrés. Et typiquement, ça peut se faire avec aussi un discount sur la valorisation, ce qui fait que ça permet à la fois d'avoir de la liquidité pour ceux qui sont déjà rentrés et à la fois pour celui qui est le nouvel actionnaire, ça permet d'avoir un accès un peu, un peu plus intéressant financièrement. Et ça peut être gagnant-gagnant. Donc il y a aussi ce scénario où si on fait rentrer un investisseur significatif, on pense que ça peut être intéressant qu'il y ait une partie des actionnaires qui sortent à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas identifié de manière. C'est pas dans notre stratégie de faire ça à court terme, même si on voit que plus on se développe, plus on commence à avoir l'intérêt de certains investisseurs ou industriels. Et je crois qu'il y avait une autre partie de la question, du coup j'ai été un petit peu Oui, long. non, mais tu as bien fait d'évoquer le sujet de sortie parce qu'effectivement, c'est une question que les gens vont forcément se poser, ou les anciens actionnaires, etc. Donc, tu as bien fait. L'autre partie de la question, c'était comment vous allez déployer du coup les fonds de cette levée. Enfin, comment c'est prévu qu'ils soient déployés. Je sais pas si Jean-Pierre, tu veux répondre à la question peut-être. Ouais, je peux répondre à la question. C'est en partie un petit renforcement de l'équipe. C'est une partie de la dépense. On a aussi des frais marketing, on va dire, de communication, de déplacement sur des salons, des choses comme ça, des frais d'activation. Euh, voilà, c'est essentiellement dans ces sujets-là, quoi. Ok, très bien, merci. On a eu d'autres questions pendant qu'on répondait à celle-ci. On a une question par rapport. Alors oui, je pense que c'est une question relative au coût, on va dire, fixe, justement, que vous avez évoqué tout à l'heure sur le business model d'e-bike. Donc, à savoir comment ce coût fixe, je pense, est composé. C'est un peu ça la question, parce que vous avez parlé grosso modo de la masse salariale. Mhm. Mais la question, c'est de savoir comment vous atteignez ce nombre-là, parce que ça a l'air plus élevé que la plupart des sociétés logicielles Ouais. classiques. Ouais, je peux être un peu plus précis, effectivement. J'ai voulu faire simple sur la première présentation. Donc, effectivement, je vois la question. C'est vrai que le ratio de 100 000 euros par salarié, globalement, c'est une métrique assez classique dans les startups. Donc déjà, le premier point, c'est qu'on n'est pas si loin de ce ratio. J'ai cité 1,5 million à peu près de coûts fixes. On est une équipe de 13 personnes, donc on est quand même pas très loin de ça. Il y a une partie de l'explication, c'est on est une startup, mais on est quand même une startup qui a 10 ans. Et on a des profils uniquement composés de docteurs et d'ingénieurs, donc de docteurs en informatique et d'ingénieurs. Donc, on est quand même sur on va dire des salaires moyens un peu plus élevés que ce que j'ai pu voir dans d'autres startups notamment. Donc, ça explique ça. Après, en termes de coût de structure, il y a un coût qui est pas négligeable, mine de rien, et qui n'est pas présent dans toutes les startups, c'est les coûts des brevets. Il faut savoir que les brevets nous coûtent entre 50 et 100 000 euros à peu près par an, entre les nouveaux brevets qu'on dépose et puis l'entretien entre guillemets des brevets, ou l'étendue, parce que parfois on fait de l'extension géographique en fait sur certains brevets quand on veut aller chercher des nouveaux marchés sur des nouvelles zones géographiques. Et puis ces dernières années, on a aussi un petit peu eu des frais de défense de ces brevets, de ces technologies. Donc forcément, ça impacte aussi, ça impacte un peu les coûts. C'est pas des coûts fixes en tant que tels, mais c'est quand même des coûts de structure dans l'absolu. Et donc voilà, voilà, avec ces trois éléments-là, je pense que ça répond à la question. C'est peut-être juste pour rajouter 2 mots là-dessus, comme disait Jean-Pierre, c'est qu'on a maintenant vraiment une stratégie de recrutement, d'avoir des profils très expérimentés, qui je pense correspond en effet à une phase de maturité. Vu qu'on est plus, quelque part, on a une maturité plus importante, on cherche des employés qui sont, on va être des spécialistes d'un sujet donné, et on va chercher en effet typiquement des personnes qui ont 10 ans d'expérience dans le sujet qu'on cherche, etc. Donc c'est vrai que
En effet, le salaire moyen a évolué pas mal à la hausse depuis le tout début de la société, où on était sur des profils un peu plus jeunes. Très bien. Merci, messieurs. On a une autre question sur le partenariat que vous avez évoqué pendant la présentation, sur le rétrofit du coup de vélos Ouais. enfin, non électriques. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat? Ouais. Donc en fait, on a deux acteurs, un acteur français et un acteur nord-américain, qui ont marqué, on va dire, un intérêt fort pour déployer notre technologie sur des kits qui vont se positionner, on va dire, un peu premium, c'est-à-dire avoir à la fois un moteur qui peut être puissant en pic et à la fois avoir tout le confort d'usage qu'on peut amener via nos lois de commande et les fonctions avancées, type verrouillage moteur, frein régénératif, etc. Et simplement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour pouvoir adresser ce marché, on a besoin que notre logiciel vienne se loger dans un contrôleur qui va avoir une géométrie particulière, parce que sur ces marchés, souvent, les contrôleurs, pour une bonne intégration, et nous, ce qu'on veut, c'est être sur des vélos qualitatifs, même s'ils sont sur des vélos qui peuvent être transformés, mais de manière très qualitative. C'est que le contrôleur doit se loger typiquement dans la batterie, et avec des contraintes à la fois d'espace et de dissipation thermique qui sont importantes. Et donc, on a démarré un partenariat avec un acteur français qui développe du coup cette carte électronique qui va permettre de répondre à ses clients, qui nous ont dit que si ce produit est disponible, ils le commercialiseront. Et donc, on a plutôt, on est aussi au début de ce développement, mais on a une relation qui, je pense, est très solide avec ce partenaire français. Et on est aussi, justement, c'est typiquement un segment de marché qui va être entre guillemets, drivé par l'offre, dans le sens où il faut qu'il y ait du matériel compatible adapté à ce segment-là pour qu'on puisse l'adresser. Et pour nous, c'est intéressant parce que c'est encore un segment qui est différent de ceux qu'on adresse jusqu'à présent. Et dans le fait aussi on est sur un marché où il peut y avoir des dynamiques par segment qui sont assez variables. Donc, par exemple, ces 3-4 dernières années, il y a eu un gros boom de la vente de vélos et le vélo partagé était en difficulté. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que le vélo partagé maintenant se développe bien et la vente de vélos actuellement est un peu stable ou décroissante. Donc, ces acteurs-là sont plus en difficulté. Et le fait d'avoir plusieurs segments de marché et plusieurs géographies, c'est aussi ce qui fait qu'on arrive, nous, dans nos projections de revenus, à se dire, tiens, s'il y a un segment qui se développe mieux, s'il y a un segment qui se développe moins bien que prévu, on espère qu'il y aura un autre qui se développe mieux que prévu et que ça puisse compenser. Et donc, voilà. Donc, je sais pas dans quel sens c'était la question. Je peux dire, nous, là, l'objectif, c'est que le produit soit disponible pour les vendeurs de kits, je pense à l'automne l'année prochaine. Donc, potentiellement, je pense potentiellement, fin d'année prochaine, on peut espérer qu'il y ait des kits de rétrofit équipés de nos technologies qui soient commercialisés. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces explications complémentaires. Je pense qu'on arrive pas loin de ce live. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est en live. On a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à Maël et Jean-Pierre d'avoir présenté. Est-ce que Maël, Jean-Pierre, peut-être vous avez un dernier mot à partager aux Wiciders qui nous écoutent ce soir ou en replay d'ailleurs? Oui, je vais peut-être finir sur un dernier mot. Donc, nous, c'est que, comme je l'ai dit dans la présentation, on a démarré eBike Labs avec cette volonté de aussi de créer un nouveau métier, de créer une nouvelle société et de vraiment de participer à cette industrie du cycle et d'être un acteur qui participe à tout cet écosystème. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où il y a beaucoup de choses qui prennent forme. Donc ça, moi, c'est quelque chose, c'est un chemin dont je suis fier et comme je le disais, dont je suis très fier qu'on l'ait parcouru ensemble parce que c'est des choses, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'auraient pas osé faire tout ce qu'on a fait. Et voilà, ça demande aussi du courage, de l'engagement. Donc je voulais remercier déjà tous ceux qui jusqu'à présent nous ont soutenus parce que c'est grâce à tous ces soutiens qu'on a pu en arriver là. Et qu'évidemment, on est aussi hyper enthousiaste de la suite. Et que là, ça donne vraiment envie, maintenant qu'on a atteint ces jalons sur la technologie, sa protection, l'engagement commercial, ça donne vraiment envie de tout donner pour que ces projets clients soient des gros succès en déploiement et qu'on continue à grandir. Donc, j'espère que
qu'on aura aussi une fin de campagne très active et qu'on compte sur vous aussi pour continuer à s'engager avec nous. Parfait. Merci Maël. Je vais faire quant à moi un peu la conclusion WICID. Mais Maël l'a dit, donc vous êtes encore à temps de rejoindre la campagne de financement. Le minimum est déjà dépassé, donc voilà, la campagne est un succès, mais il reste encore un petit peu à aller chercher si le projet vous intéresse et si la mission de d'Ibec Labs vous parle. Donc n'hésitez pas à aller sur wicid.com et vous trouverez la collecte IBAC Labs en cours. Et comme on vous a dit, du coup, elle se clôturera le 23 novembre prochain. Donc il reste assez peu de temps pour souscrire. Donc n'hésitez pas à y aller si ça vous a convaincu ce soir. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et à très vite sur WICID. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui restent ou que vous regardez en replay, que vous n'avez pas pu les poser ce soir, d'utiliser l'onglet questions sur la fiche projet. Je sais que les équipes Ibec Labs et Mail y répondent toujours très vite. Donc voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.